20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. Ce mot, c'est pourquoi. Pourquoi ? Puisqu'aujourd'hui, une candidate La République En Marche, Sarah Zemani, a fait polémique en apparaissant voilée sur une affiche de campagne pour les départementales dans l'Hérault. Stanislas Guérini, le délégué général du parti, a annoncé que son investiture allait donc être retirée au nom de la laïcité. Est-ce que ça vous choque, Philippe Mouillet ? Oui, cette affiche me choque et donc on peut réagir au regard notamment de la position de Guérini. Mais en même temps, j'ai eu l'occasion de lire un certain nombre de tweets de députés. Mais pourquoi ça vous choque alors que dans la loi, dans les faits, cette candidate a le droit d'apparaître voilée sur cette affiche ? Bien sûr, mais on est sur des enjeux de laïcité. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un enjeu d'actualité. Regardez les textes que nous venons de vivre. Je crois qu'il y avait un message qui était porté. Et puis, c'est la cohérence par rapport au parti, le parti de la République En Marche, qui à un moment donné a donné orientation. Voilà. Donc aujourd'hui, clairement, on est plutôt choqués. Il y a une réaction officielle et puis en même temps des députés de la République En Marche qui ne réagissent pas de la même façon. Donc l'ambiguïté. Il faut être en tout cas beaucoup plus clair. Il faut être beaucoup plus clair sur les situations. Voilà. Et à partir de là, je crois que c'est vraiment un sujet d'actualité du moment parce qu'on vient d'avoir ces débats dans les différents hémicycles à l'Assemblée et au Sénat. Et on voit que la première traduction, lorsque la République En Marche prend une position, eh bien, sur le terrain, c'est un décalage complet. Merci Philippe Mouillet. 20h l'invité en direct jusqu'à 21h. Dans quelques instants, Philippe Mouillet, on va s'intéresser à la situation de votre parti, les Républicains. Un parti et des membres qui semblent de plus en plus divisés à l'approche des élections régionales et de la présidentielle. Juste avant, on prend le temps, en ce début d'émission, de mieux vous connaître, Philippe Mouillet, pour mieux aussi connaître vos engagements et vos combats. On revient sur votre parcours avec un point d'ancrage, le département des Deux-Sèvres et la petite commune de Montcoutan. Bonsoir Bastien Cochet. Bonsoir Manon Blangis, bonsoir Philippe Mouillet. Alors Montcoutan, c'est là que vous êtes né politiquement un soir de mars 2008 en devenant maire de cette commune de 3000 habitants environ. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous présenter à ce moment-là, à ce scrutin ? D'abord, je connaissais bien la commune et les acteurs de la commune, donc j'avais envie de participer à la vie de ma cité. Et en même temps, c'est une conviction profonde que j'ai depuis le plus jeune âge, où j'ai envie de participer au débat, de donner du temps pour les autres. Je crois que j'aime les gens et donc c'était la conciliation d'une opportunité et donc à partir de là, je me suis engagé. Alors justement, cette élection, elle arrive alors que vous avez 38 ans. Comment il est né cet engagement et pourquoi les Républicains ? Alors d'abord, c'est un engagement de longue date puisque moi j'ai pris ma première carte dans un parti politique à 17 ans. Chez les Républicains ? Alors non, à l'époque c'était l'UDF. Moi je viens de la famille centriste. J'étais à l'époque formé par Pierre Mignori. Donc vous voyez, c'est vraiment une logique plutôt démocrate chrétienne. Et puis avec le temps, j'étais très acteur au sein de l'UDF. Mais dans mon engagement politique local, c'était pour moi avant tout un engagement de terrain. D'ailleurs, dans mon équipe municipale, j'avais des élus de toutes les sensibilités politiques parce qu'on avait avant tout un projet commun. Donc une vie politique d'un côté, une action locale de l'autre, et au fur et à mesure, j'ai évolué. Et donc, si vous étiez plutôt au centre de l'échiquier à la base, pourquoi ne pas être allé vers le MoDem ou l'UDI plutôt plus tard ? Parce que je consomme la politique nationale avant tout à travers des rencontres d'hommes. Et donc j'ai beaucoup travaillé auprès de Jean-Pierre Raffarin, je suis un peu un bébé Raffarin, c'est à travers tout ça. J'ai devenu conseiller régional, puis ensuite je me suis engagé. Et donc très naturellement, j'ai suivi Jean-Pierre Raffarin au moment de la création de l'UMP. Voilà, donc je suis passé de l'UDF à l'UMP, et donc je suis resté dans cette logique-là. Et vous venez de le dire, vous avez été conseiller régional de Poitou-Charentes de mars 2010 à octobre 2014. Alors pourquoi avoir voulu cumuler les mandats à ce moment-là, en plus de votre mandat de maire ? Je crois qu'il y avait un lien direct entre le fait d'être maire et conseiller régional. Je crois que c'était une évidence. C'était pour moi l'occasion à la fois de porter les couleurs du seul nord du département des Deux-Sèvres, cette partie de la région. Pour vous, si on veut agir efficacement, il faut cumuler, c'est mieux ? Alors c'est pas un problème de cumul. Je crois qu'il faut surtout avoir des mandats complémentaires. Inversement, lorsque je suis devenu sénateur, j'ai laissé le mandat de conseiller régional parce qu'il n'y avait pas forcément de lien. Je voulais avoir ce lien local, ce mandat de bâtisseur qui est le mandat municipal, mandat de maire, un mandat national. Donc la cohérence, c'est avant tout le lien que vous faites entre vos différents mandats. Justement, en 2017, quand il y a eu la loi sur le non-cumul des mandats et que vous avez dû abandonner celui de maire de Montcoutan, est-ce que vous l'avez regretté ? Est-ce que ce texte, pour vous, c'était une aberration ? Oui, j'ai énormément regretté. Je suis toujours conseiller municipal de la commune, mais c'est pas du tout la même chose lorsqu'on n'a pas la responsabilité. J'aurais été moi favorable à une modification de ce texte. Ok, je peux comprendre lorsqu'on cumule des grands mandats. Président de département, parlementaire, maire de grande ville, mais maire d'une commune de 3000 habitants. Mais pour vous être sénateur, ça ne constitue pas un assez grand mandat pour ne pas avoir à s'occuper d'une mairie ? C'est le fait d'avoir un ancrage local et surtout une action locale. Il faut dire que lorsque vous êtes sénateur, vous représentez les collectivités, vous représentez les communes.
je crois que c'est assez cohérent d'être en même temps à la tête d'une commune pour pouvoir voir très concrètement comment les incidences des décisions au niveau national. Je crois que c'est même complémentaire. C'est plutôt un atout d'être à la fois sénateur et maire d'une ville de petite taille. En 2014, après avoir échoué à devenir député 2 ans plus tôt, vous décidez de vous présenter au sénatorial. Pourquoi cette volonté de passer de l'échelle locale à nationale? On l'a compris avec cette idée de lien entre les communes. Mais est-ce que c'est plus facile, surtout, de rentrer au Sénat lorsqu'on est républicain qu'à l'Assemblée nationale? Je crois que c'est pas lié à l'étiquette politique. Parce qu'on le rappelle, le Sénat est à majorité républicaine, en tout cas de droite depuis longtemps. Est-ce que vous vous êtes dit plutôt, je change de braquet, ce sera peut-être plus simple de rentrer là? C'est absolument pas lié au parti politique, c'est avant tout l'opportunité qui m'a été donnée de pouvoir être candidat aux élections sénatoriales en connaissant bien tous les élus locaux, parce que vous avez résumé, mais j'étais aussi engagé dans beaucoup d'associations d'élus, beaucoup de syndicats, et lorsque vous avez une bonne connaissance de votre territoire, lorsque vous connaissez toutes les communes de votre département, et il y a une opportunité avec des sénateurs qui arrêtaient à l'époque, eh bien vous avez pas mal d'acteurs qui vous mobilisent en disant il faut y aller, c'est l'occasion ou jamais. Ouais, voilà. L'opportunité, elle s'est faite auprès de Michel Bécaud. Vous le disiez, il y a une place qui s'est libérée parce que vous l'avez succédé à la mairie de Montcoutan, également à votre poste de sénateur. Vous avez été son attaché parlementaire. Vous parliez de Jean-Pierre Raffarin tout à l'heure, mais il a joué aussi un grand rôle pour vous. C'est lui qui vous a lancé en politique, c'est lui qui vous a inspiré? Tout à fait, c'est vraiment mon père politique. C'est-à-dire que à la fois j'ai partagé beaucoup de valeurs communes et en même temps notre travail en commun fait qu'à un moment donné on a eu ce parcours et cette opportunité. Et avec une volonté partagée, parce que on voit que c'est un lien direct, mais c'est avant tout un lien partagé parce que pour être élu, il faut demander qu'une majorité de maires, de grands électeurs du département reconnaissent l'efficacité de ce lien, et ce qui a donné là l'opportunité. Et vous n'avez pas eu peur à ces moments-là de donner une image peut-être d'une politique un peu tambouille interne? Vous succédez à cet homme à 2 postes différents après avoir collaboré avec lui? Non, parce que avant tout, je pensais que c'était un lien. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était très bien élu, qui avait une vraie reconnaissance de l'ensemble des maires et des conseillers départementaux du territoire, et il y avait un lien naturel. C'est pratiquement les élus extérieurs qui ont sollicité le fait que je sois candidat, parce que c'était pas forcément une idée première, même si j'avais un intérêt direct pour la politique nationale. Quand vous êtes entré au Sénat, vous aviez seulement 44 ans. Vous étiez presque un jeuneau, quand on sait que le Sénat, la moyenne d'âge est de plus de 60 ans. Est-ce que vous l'avez remarqué en arrivant? Est-ce que vous avez dû vous adapter aussi à un rythme plus lent? Alors le rythme n'était pas plus lent. D'ailleurs, je vous inviterai un jour de venir nous accompagner. C'est souvent une remarque que l'on fait par rapport au Sénat. Mais souvent je dis, voilà, j'ai rencontré plein de journalistes et venez passer une journée, vous verrez un peu le rythme. Voilà, et donc vous serez toujours très étonnés. Alors oui, il a fallu s'adapter parce que non pas par rapport à l'âge, mais lorsque vous arrivez dans cet environnement, il y a des habitudes, il y a une culture autour de tout ça. Et justement, comment changer cette image? Alors, à l'époque, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un groupe de jeunes parlementaires, jeunes sénateurs. On appelait ça Génération 2014. On était arrivés en 2014 au Sénat. Et le fait d'être en groupe fédéré, d'avoir une capacité tout de suite de mobiliser un certain nombre de parlementaires sur des sujets, vous donne une reconnaissance très rapide. Et à un moment donné, le Sénat, c'est une marque de fabrique. C'est-à-dire que la reconnaissance, c'est par le travail. Et lorsque vous êtes à la fois mobilisé, présent, vous travaillez, vous faites vraiment beaucoup de rédaction, vous êtes reconnu, bien très rapidement, les choses prennent. Et donc, voilà. Donc, c'est pas un problème d'âge, c'est surtout un travail de terrain et un travail, je dirais, parlementaire tous les instants. Et effectivement, vous mettez en avant votre travail et vous êtes l'un des députés, l'un des sénateurs, les plus assidus et actifs. Comment est-ce que vous expliquez que certains de vos collègues au Sénat, même chez les Républicains, soient peu présents? Alors, ça c'est l'avis de chacun, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que chez les Républicains, mais par contre ce qui est important, c'est que lorsqu'on voit le taux de présence des sénateurs et le taux de présence des députés, il n'y a pas photo. On voit bien aujourd'hui, on a plein d'outils informatiques qui permettent de voir un peu le fonctionnement, et globalement les sénateurs sont extrêmement présents. Voilà, il y a quelques exceptions, mais c'est aussi une volonté claire de Gérard Larcher. À la fois il y a des sanctions, parce que vous n'êtes pas présent sur les moments clés de votre mandat, et puis en même temps, lorsque vous n'êtes pas présent, vous n'avez pas de rapport, vous n'avez pas de rapport, vous n'êtes pas connu, vous n'êtes pas connu, vous n'avez pas de reconnaissance générale avec une capacité de faire une vraie filière en politique. Donc voilà, je crois que c'est une façon de faire qui mobilise forcément les sénateurs à être présents notamment au Sénat. Merci Philippe Mouillet. 20h l'invité, en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ES Ville. Une alliance entre les Républicains et la République En Marche est-elle encore possible? La question se pose après l'affaire Muselier en région PACA, et elle se pose au sein même du parti puisque tous les Républicains ne s'accordent pas. Mais sans alliance, le parti est-il assez fort politiquement pour gagner les régionales puis la présidentielle? On y revient dans moins de 3 minutes avec vous, Philippe Mouillet, sénateur Les Républicains. Juste avant, c'est All You Ever Wanted de Ragen Bonman sur Fréquence ESJ, It's and Talk. On est ensemble jusqu'à 21h.
En direct avec vous, Philippe Mouillet, sénateur Les Républicains. Un parti, Les Républicains, qui se divise de plus en plus à l'approche des échéances électorales. Alors, la droite traditionnelle est-elle morte ? C'est la question que vous vous posez peut-être, vous qui nous écoutez, depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. L'imbroglio de Renaud Muselier et son alliance avortée avec La République En Marche la semaine dernière en région PACA a asséné un nouveau coup critique à un parti en difficulté. Alors, face au fossoyeur Emmanuel Macron, les Républicains sont-ils condamnés à s'allier au Rassemblement national? Bastien Cochet. Philippe Mouillet, est-ce que vous considérez que Renaud Muselier ne fait plus partie des Républicains, comme a pu le dire Éric Ciotti ? Non, je suis pas dans cette démarche-là. Je suis pas en accord avec la prise de position qu'il a pu avoir pour les élections régionales. Mais aujourd'hui, pour moi, le débat n'est pas là. Le débat, c'est avant tout une volonté du président de la République de venir dynamiter, je dirais, une logique. Et à travers tout ça, je trouve que c'est un jeu dangereux parce que on risque, à travers ces patouilles internes, à un moment donné, à avoir des vraies difficultés avec le Rassemblement national. Voilà. Donc je pense que Donc je condamne pas aujourd'hui le fait qu'il soit toujours chez les Républicains. Je trouve que c'est une chose. Pour vous, logique. c'est une bonne chose qu'il soit resté ? Oui, c'est une bonne chose qu'il soit resté. Je regrette d'ailleurs le départ de Christian Estrosi également, mais à partir de là, il y a un vrai problème de clarté et je pense que, vous voyez, je reste persuadé aujourd'hui que des alliances locales, à un moment donné, sont possibles lors d'échéances. Mais dès lors que le Premier ministre fait des annonces, ça devient une position nationale et donc c'était un vrai piège qui a été tendu aux Républicains. Mais quand on voit, selon un sondage de France Info paru ce soir, que le Rassemblement national de Thierry Mariani arriverait en tête des régionales en PACA au premier tour, que La République En Marche se présente ou non, présente une liste, est-ce que vous rejetez quand même une alliance avec les marcheurs ? Est-ce que vous comprenez quand même la logique de vouloir s'allier avec le plus de monde possible pour pouvoir faire barrage? Ah oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je suis de ceux qui pensent qu'il faut faire barrage face au pouvoir national. Mais pourtant, vous condamnez oui, parce qu'à un moment donné, ce qu'a fait Renaud Muselier. Ça prend l'hésité. Si vous regardez les sondages, lorsqu'on regarde le résultat d'une liste commune, ils sont pas meilleurs que lorsqu'on regarde les sondages cumulés de chacune des deux listes. Alors, ils sont un petit peu meilleurs, mais ils sont toujours en dessous de ceux du Rassemblement national. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un problème de lisibilité. Moi, le danger à travers tout ça, c'est que le fait qu'il y ait une porosité éventuelle de certains électeurs républicains, surtout dans cette région-là, qui est parfois un peu plus tendue, qui a une tendance naturelle au débat, puisqu'il n'y a plus de différence avec la République En Marche, on peut être amené à voter, soit pas venir voter, ou aller voter Front National. Voilà. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce débat de Front républicain contre le Rassemblement national est un vrai sujet. Et j'en suis partisan. Mais pas au premier tour. Exprimons nos différences. On ne peut pas, à un moment donné, combattre un gouvernement, avoir des idées clairement différentes, et au moment donné, sur local, on fait l'alliance. Voilà. Je crois qu'il y a un vrai sujet autour de tout ça. Même si c'est synonyme de défaite au second tour. Christian Estrosi, vous en parliez, le maire de Nice, Hubert Falco également de Toulon, qui ont quitté les Républicains la semaine dernière suite à cette affaire. C'est une grande perte selon vous, ou c'est simplement les rats qui quittent le navire? Non, pour moi, alors c'est une perte, mais en même temps je relativiserai parce que on est parti, on revient. À un moment donné, c'est le problème des idées. Pour vous, il pourrait revenir? Pour moi, je veux surtout qu'à un moment donné, on pourra peut-être après de la suite, mais je crois surtout qu'à un moment donné, ils peuvent revenir à travers un projet commun. C'était un autre débat. Le vrai sujet à travers tout ça, c'est que à un moment donné, rappelez-vous, les dernières élections régionales, le Front National était largement en tête. C'est parce qu'à un moment donné, il y a eu une alliance et un désistement des listes de gauche que Renaud Muselier, enfin que la droite à l'époque, c'était pas Muselier, a obtenu le résultat. Donc je crois qu'à un moment donné, ce débat-là va avoir lieu. On regarde du résultat électoral et avant tout, soyons prudents, attendons de voir ce qui va se passer. Mais il peut pas se passer avant parce qu'à partir de là, il y a plus de réserve, à partir de là, il y a plus de différence. Et surtout, je pense que c'est beaucoup plus dangereux de faire une fusion au premier tour que éventuellement des alliances de second tour. Philippe Mouillet, à moins d'un an de l'élection présidentielle, vous y croyez encore pour les Républicains? Oui, je pense que tout peut se passer. D'abord, je crois qu'on maîtrise pas tout. Il y a la crise Covid, il y a l'après-crise, il y a la situation économique. Pour l'instant, ça va plutôt bien, mais quand les entreprises ont commencé à devoir rembourser les prêts. Pour vous, avec les sondages actuels, c'est encore jouable? Oui, c'est parce que je crois qu'aujourd'hui, regardez alors que Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse arrivent derrière. Reprenez l'histoire des sondages, Balladur a été élu, enfin ainsi de suite. Bon, je crois qu'aujourd'hui, tout peut se passer. C'est quand même un peu plus serré. Le vrai sujet pour nous, c'est pas un problème de sondage. Le vrai sujet, c'est la capacité à se mobiliser derrière un candidat. C'est ça le vrai sujet. Un candidat et un projet. Lequel, selon vous? Vous ne voulez pas de primaire? Alors moi je pense qu'il vous considérez que ça fait des fractures dans un parti, alors vous voudrez qui? Il faut un départage, mais clairement aujourd'hui je crois que lorsqu'on aura un leader avec un projet, là vous avez une mobilisation. Et on parlait tout à l'heure du départ de Monsieur Estrosi. Je pense qu'à un moment donné, si le leader s'il partage des idées avec le leader, on le retrouvera. Donc le vrai sujet. Vous voulez un départage, mais sans primaire.
Alors comment on fait? Alors il y a plusieurs façons de faire. Là, il y a un travail de fond qui se fait avec le président Larcher, qui est un dialogue entre les candidats, à la fois des indicateurs concernant les sondages. Il y aura les résultats des élections régionales. Il y a les projets portés par les autres. Il y a la place que l'on peut donner. Donc c'est ce travail de fond qui est nécessaire tout de suite après les élections régionales. Si les Républicains venaient à faire une alliance, soit avec le Rassemblement national, soit avec La République En Marche, dans les deux cas, c'est hors de question pour vous? Oui, parce qu'à un moment donné, dans ce cas-là, on ferait mieux de fermer la boutique. Et vous quitteriez le parti, le cas échéant? Avec le Front National, ça c'est certain, mais je pense que c'est... La République En Marche, vous êtes un peu plus ouvert? Oui, plus ouvert, mais parce que c'est un parti républicain. Mais ce que je veux dire, c'est que d'une façon générale, si on fait une alliance pour l'élection présidentielle, vous n'existez plus. Donc il n'y a même pas besoin de quitter, vous n'existez plus. Mais est-ce qu'aujourd'hui les Républicains ne se considèrent pas trop beaux à un an de l'élection présidentielle compte tenu de la situation? Trop comment? Trop beau, trop. Vous avez peut-être une impression d'être plus puissant que ce que vous n'êtes vraiment. Moi, je crois pas. Je trouve qu'aujourd'hui, on est surtout inquiet de cette, de la capacité à se mobiliser derrière un candidat. Notre vrai sujet de fond, il est avant tout le leader, le programme, le projet. Voilà, c'est pas un problème de beauté, c'est surtout un problème de stratégie et surtout de faire en sorte de casser ce que le gouvernement essaye de mettre en place, que le président de la République essaye de mettre en place en permanence, le fait d'installer en France qu'il n'y a que deux forces politiques, l'extrême droite et la République. Philippe Mouillet, dernière question, très rapidement, je vous propose deux noms, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand. Pour qui êtes-vous? Alors moi aujourd'hui je suis clairement conseiller politique de Valérie Pécresse au sein de Libre. Voilà, donc je connais bien Valérie, donc j'ai une tendance naturelle à plutôt appuyer Valérie Pécresse, même si quelque part j'ai aussi des liens avec les autres candidats. On parlait de Bertrand, mais clairement aujourd'hui, je suis membre de Libre, donc mobilisé. Et même si on parlait des sondages tout à l'heure, et Xavier Bertrand est en meilleure position pour l'instant dans les sondages. Merci Philippe Mouillet. 20h l'invité, en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESV. 20h l'invité, c'est en direct et comme chaque mardi soir, vous pouvez y participer si vous avez une ou plusieurs questions à poser à Philippe Mouillet, sénateur Les Républicains. C'est le moment, vous nous les envoyez sur Twitter avec le hashtag Fréquence ESJ ou en message sur Facebook. On pose vos questions directement à Philippe Mouillet pour vous et sur n'importe quel sujet, donc n'hésitez pas. Nous sommes enfin en train de sortir durablement de cette crise sanitaire. Le Premier ministre a affiché son optimisme hier dans Le Parisien au moment de dévoiler les contours progressif du retour à la normale. Dans 8 jours, les terrasses pourront rouvrir à 50% de leur capacité d'accueil. Affluence garantie qui inquiète forcément le secteur hospitalier. Malgré les indicateurs encourageants, il a transmis au gouvernement ses craintes quant à une 4e vague possible cet été. Bonsoir Théo Grévin. Bonsoir Manon, bonsoir Philippe Mouillet. Bonsoir. La France entame la semaine prochaine son processus de sortie de crise avec les réouvertures progressives. Est-ce que, selon vous, on est enfin en train de sortir de façon durable de cette crise ? Alors le durable, je serais prudent. En tous les cas, on a un cap de sortie de crise qui était nécessaire. Je crois que les Français attendaient, avaient besoin, à moins d'avoir une date et une échéance. Il faut être prudent, il faut continuellement avoir, je dirais, un regard tourné sur les chiffres, les résultats, au regard du nombre de malades et de personnes touchées par le Covid. Mais on a enfin, je dirais, aujourd'hui, un vrai projet de sortie en espérant qu'il soit, lui, durable. Selon vous, malgré les chiffres qui n'étaient pas toujours bons, notamment au moment où Emmanuel Macron a pris la parole, il fallait forcément donner des dates aux Français ? Oui, il fallait donner des dates. Après, on pouvait discuter, repousser de 15 jours à un mois, mais il fallait avant tout donner une espérance. La vraie difficulté, vous êtes capable de supporter des efforts importants, mais lorsque vous n'avez aucune perspective, lorsque vous n'avez non pas une vision du bout du tunnel, c'est extrêmement difficile. Il a fait le choix de donner des dates. Voilà, on peut discuter. On peut encore modifier en fonction malheureusement des incidences du Covid, mais il y avait enfin un vrai projet pour les Français. Tous les indicateurs sont en baisse. Malgré ça, il y a encore, vous le disiez, un certain nombre de décès quotidiens notamment. C'est clairement la stratégie de vivre avec le virus qui a été choisie, plébiscitée aussi par les Républicains. Pour vous, c'est cette stratégie qui doit être retenue ? Alors moi, j'aime pas beaucoup le terme vivre avec le virus. C'est justement, je dirais, alors avant tout une mobilisation de tous les instants qui doit être permanent. C'est-à-dire que c'est avant tout la politique vaccinale, c'est les enjeux en matière de tests, le grand débat de tests notamment des écoles. Donc il faut continuer les gestes barrières. Mais là, il y a 200 décès quotidiens en ce moment. Donc on vit avec le virus, oui, c'est ce qui se passe en ce moment. Mais ce que je veux dire, tant que les chiffres sont en la diminution, on est sur de bonnes perspectives. Je crois que si malheureusement on se retrouve de nouveau avec des chiffres défavorables, il faut se reposer la question. C'est pour ça que le terme durable, toujours prudent. Quoi qu'il en soit, à un moment donné, il faut s'enclencher. On ne peut pas rester en permanence, je dirais, complètement enfermé. Il faut être respectueux des restes barrières, mais avant tout, aujourd'hui, il faut avoir cette capacité d'évoluer. Au Sénat, le 27 avril dernier, une mission d'information a été lancée pour étudier justement une autre stratégie possible, celle du zéro Covid. Est-ce que vous y êtes favorable ?
Forcément, on y serait favorable, mais je pense qu'aujourd'hui, les moyens engagés sont trop lourds au regard de tout ça. D'un point de vue économique, social, selon vous, c'est pas possible? Non, c'est pas possible, pas tenable. Mais par contre, il y a à travers ce rapport un certain nombre de préconisations qu'il faut prendre le temps de regarder, d'analyser et de mobiliser. Voilà, je crois qu'il faut, entre ce qui est fait aujourd'hui par le gouvernement et les conclusions du rapport, il faut tirer un certain nombre d'enseignements. Il faut trouver un juste milieu, selon vous. Le Conseil scientifique est assez inquiet, lui, quant à une reprise épidémique cet été. Il plaide pour un taux d'incidence moins élevé. Emmanuel Macron suit plus forcément les conseils du Conseil scientifique, justement. Il devrait continuer à les prendre en compte. Je crois que depuis le début, c'est tout grand le débat du rôle du Conseil scientifique. C'est avant tout un outil d'aide à la décision. Le politique garde la main pour pouvoir prendre des décisions. Je crois que ce qu'il faut surtout retenir, moi je crois que c'est avant tout se donner des indicateurs de surveillance, mais surtout la vraie question de fond, c'est dans l'éventualité une quatrième vague. Quels sont les enseignements qu'on a pu tirer pour pouvoir anticiper les choses? Ça, c'est un vrai sujet. Et selon vous, qu'est-ce qu'on a tiré comme enseignement depuis le début? À mon avis, on a tiré quelques enseignements, mais dans la difficulté, je suis pas sûr qu'on ait réglé les enjeux autour de l'hôpital. Il devrait faire quoi par rapport, Emmanuel Macron et le gouvernement devraient faire quoi par rapport aux 3 premières vagues, si une 4e vague se déclarait cet été? La première urgence, c'est surtout comment on réorganise les services hospitaliers, les services d'urgence et de réanimation. Comment on fait à un moment donné pour remobiliser, donner du répit et de mobiliser, un certain nombre de partenaires. Comment on améliore la relation du public et du privé. Enfin, il y a un certain nombre d'outils que l'on connaît, qu'il faut être capable, même si on est optimiste, dans une sortie de crise, il faut être capable de pouvoir avoir une solution pour pouvoir réagir, malheureusement, en cas de difficulté. L'année dernière, c'est l'impact sanitaire qui prévalait sur les conséquences économiques. Ça a changé, selon vous, depuis quelques mois? Non, je pense pas. Je pense que c'est un équilibre entre les deux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut pas vivre continuellement dans une bulle, mais en même temps, on peut pas non plus faire fi de la situation sanitaire. C'est le grand débat qu'on a eu dans les EHPAD. Est-ce qu'à un moment donné, on laisse les anciens être touchés par le Covid, ou est-ce qu'on les isole complètement avec le risque qu'ils meurent d'isolement? Voilà, c'est toujours un débat d'équilibre qu'il faut avoir, et ça, c'est le rôle du politique. Mais là, par exemple, les terrasses vont rouvrir la semaine prochaine, alors qu'il y a toujours des décès quotidiens. Ça veut bien dire, ça n'a pas été fait, par exemple, en Angleterre. On a attendu qu'il y ait moins de décès qu'en France actuellement pour ouvrir les terrasses. Peut-être, mais en même temps, on est dans une période d'été, on a des normes qui sont données, on a une limitation de la fréquentation des terrasses. Voilà, pour moi, je me poserai plus la question lorsqu'on rouvrira les restaurants et les bars en intérieur. Voilà. Mais je crois qu'il faut y aller par étapes. Et puis à partir de là, il faut surtout se donner un cap avec des perspectives. On peut encore, malgré les risques liés aux variants, venir d'Inde où l'épidémie est hors de contrôle. Est-ce que c'est un loupé, ça, la gestion des frontières depuis le début de l'épidémie? C'est clair, c'est qu'à un moment donné, c'est un loupé. On a très tardivement mis en place des outils et des mesures. Et en même temps, on peut encore discuter de l'application. Parce qu'on a des textes aujourd'hui, on a une volonté politique. Concrètement, les quarantaines, je pense qu'aujourd'hui, j'ai plein d'exemples en tête où les quarantaines ne sont pas respectées. Voilà, c'est-à-dire, normalement, il y a des contrôles chaque semaine. Voilà, il y a les textes, il y a la volonté, les moyens qui sont mis et la réelle capacité à les faire appliquer. Voilà, donc aujourd'hui, je pense qu'en matière de gestion des frontières, on est d'abord très en retard et je suis pas certain qu'on ait réellement gardé encore une grande efficacité. Merci Philippe Mouillet. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. La vaccination va-t-elle assez vite? En France, d'après les derniers chiffres, plus de 17 800 000 personnes ont reçu une première dose. Plus de 8 millions sont totalement vaccinés. Les objectifs devraient être remplis pour la mi-même. Pour plus tard, fin juin, la question se pose toujours. On voit ça juste après un titre d'Alesso, c'est Going Dumb sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Fréquence ESJ, il est 20h31. Philippe Mouillet, vous êtes notre invité jusqu'à 21h dans 20h l'invité. Vous êtes sénateur Les Républicains du département des Deux-Sèvres en Nouvelle-Aquitaine. Et on parlait il y a quelques minutes du retour progressif à la normale d'ici à l'été. Pour cela, il faudra remplir les objectifs en termes de vaccination. 35 millions de vaccinés pour la fin du mois de juin, c'est ce que souhaite le gouvernement. L'objectif sera-t-il atteint? Il faudrait pour ça environ 500 000 injections par jour, ce qui n'est pas encore le cas. On aborde aussi avec vous, Philippe Mouillet, la question du pass sanitaire et de la levée des brevets. Théo Grévin. Philippe Mouillet, depuis aujourd'hui, chaque Français de plus de 18 ans peut prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Il n'y a plus de limite d'âge. Vous étiez favorable à cet élargissement ? Oui, clairement. Je crois qu'à un moment donné, si on veut massivement vacciner la population, je comprends qu'on ait donné des priorités, mais je crois que l'accélération était nécessaire, sous réserve d'avoir suffisamment de vaccins bien répartis sur le territoire national. Vous parliez des priorités, elles n'ont pas été totalement respectées. Il y a 5 millions de Français de plus de 60 ans qui sont toujours pas vaccinés. Il n'aurait pas fallu attendre
que ces personnes-là soient vaccinées avant d'élargir ? Alors, on pouvait attendre, mais je crois qu'à un moment donné, tout dépend de la motivation, les raisons qui ont fait qu'à un moment donné, ces personnes n'étaient pas vaccinées. Je crois que, d'une façon générale, aujourd'hui, il y a un travail de fond qui est fait par l'assurance maladie pour contacter individuellement ces personnes de plus de 60 ans, mais il y avait nécessité d'ouvrir très largement. Enfin, c'est cohérent avec le calendrier qui a été donné de mobilisation et surtout de limiter les contraintes. Mais selon vous, ça veut dire que ces personnes-là, ces 5 millions de personnes de plus de 60 ans, si elles ne sont pas faites vacciner là, ça veut dire qu'elles ne le feront pas ? Pas forcément. Vous avez à la fois certains qui ont considéré qu'ils étaient suffisamment en forme, ce n'était pas une priorité malgré leur âge, d'autres qui ont fait le choix de ne pas être vaccinés. Et puis vous avez aussi, moi qui vis dans la zone rurale, je peux vous dire qu'il y a aussi des gens qui sont complètement isolés de tout ça, qui considèrent que c'est compliqué et donc il faut vraiment les accompagner, d'où la mobilisation des municipalités. Et comment on peut les convaincre justement ? Alors je crois que c'est avant tout leur donner l'information sur la facilité d'accès aux différents vaccins. Je crois que déjà rien que ce travail-là, et donc je vous dis notamment la mobilisation des élus locaux auprès de leur population est un point essentiel. Je crois qu'on doit pouvoir améliorer le système en sachant que ça va très vite. On a commencé vraiment à mobiliser les tranches d'âge les plus élevés, les comorbidités. Voilà, je crois que moi je reste optimiste aujourd'hui sur la volonté des Français d'une façon générale et de cette tranche-là pour se mobiliser pour la vaccination. Sur la campagne de vaccination, globalement, on a fait moins bien que l'Allemagne, l'Angleterre et beaucoup d'autres pays d'Europe. On rejette la faute sur qui il faut un coupable aujourd'hui, c'est qui ? C'est le gouvernement, c'est l'Union européenne ? Non, je crois que d'abord, avant tout, d'une façon générale dans cette crise, qui n'est pas simple à gérer, faut quand même être très clair, on a toujours, depuis le début, un problème d'anticipation. On l'a eu pour les masques, on l'a eu pour les tests, on l'a eu pour les vaccins, d'anticipation. Aujourd'hui, moi j'ai quelques exemples, notamment parler des autotests qui doivent être délivrés dans les lycées. Bon, aujourd'hui, dans la plupart des lycées, ils sont pas là. Pourquoi ? Parce que on est en train de régler des problèmes de logistique, non pas de livraison, non pas voilà. On se rend bien compte que notre système administratif français est compliqué pour acheter, pour livrer, pour distribuer. On est des contraintes permanentes et ce qui fait que là où on devrait être efficace, on prend toujours du retard. Alors avec le temps, on y arrive, mais on est toujours en décalage avec beaucoup d'autres pays. Le gouvernement a réussi à livrer les autotests, vous parliez des autotests dans les pharmacies. C'est les élus locaux qui font mal leur travail pour que ça parte des pharmacies, que ça aille jusqu'au lycée ? Non, ça passe pas par les pharmacies. C'est-à-dire que c'est une organisation qui se fait par le rectorat, donc une organisation qui est très purement, liée à l'éducation nationale, voilà. Donc le vrai sujet, c'est pas qui fait mal son boulot, c'est de se rendre compte depuis le début que nous avons un système administratif qui crée des lourdeurs à tous les étages. Alors c'est pas lié à un gouvernement, c'est 25 ans d'organisation à la française, mais aujourd'hui en matière d'urgence, on devrait être capable de dépasser ces éléments-là. Pour convaincre les gens de se faire vacciner, il y a aussi le pass sanitaire. Le gouvernement avait donc envisagé cette idée-là, il a été lâché par le MoDem. Il y a 2 heures, Jean Castex vient d'annoncer qu'il trouverait un accord avec la majorité. Est-ce que vous êtes pour ce pass sanitaire ? Alors, moi je suis foncièrement plutôt défavorable. Sauf certaines situations particulières dans lesquelles on a besoin d'avoir un éclairage fort. Mais d'une façon générale... Lesquelles ? Emmanuel Macron a dit lors de son discours que ça serait pour les gros événements type exposition et tous les événements où il y aura plus de 1000 personnes. Oui, alors je ne sais pas si c'est ça le bon exemple. Moi j'ai surtout un exemple lorsque vous êtes amené par exemple à faire des visites dans des lieux où vous avez des personnes malades par exemple. Voilà. Pour moi c'est un élément important parce que c'est un élément de santé publique. Et voilà, donc je crois qu'à partir de là il faut penser avec parcimonie parce que la tendance naturelle c'est que lorsque vous mettez en place le pass sanitaire, c'est qu'à un moment donné il y a une forme d'utilisation à gérer à tous les instants et qui peut poser une vraie difficulté autour de tout ça. Selon vous, c'est une restriction de liberté ce pass sanitaire ? C'est ce que dénoncent notamment les oppositions. Pour moi, la difficulté, c'est que le texte, aujourd'hui, tel qu'il est à l'Assemblée nationale, n'est pas suffisamment clair. C'est pas le problème du principe général. C'est où est-ce qu'est la limite de l'utilisation de ce pass sanitaire ? Il y a des exemples qui sont donnés, le texte n'est pas assez clair. S'il est clairement dans un enjeu de sécurité, pour moi, c'est pas grave, c'est un point essentiel. C'est inversement, ça permet de dire on fait un tri de la population, ça devient dans ce cas-là une limite de liberté. Est-ce que les enfants, eux, doivent être vaccinés et faire partie de ce processus-là ? Est-ce qu'ils devront montrer leur pass sanitaire ? Alors, il y a un vrai débat. Il y a un vrai débat sur la vaccination des enfants. Je sais qu'on commence à évoquer la vaccination de 10-11 ans. Et ça a commencé aux États-Unis notamment. Voilà, c'est ça. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut aussi qu'on ait encore un peu de recul. C'est pour ça que je pense qu'on n'est pas complètement prêt autour de ces enjeux-là. Une façon d'accélérer la vaccination, pour certains, ça serait de libérer les brevets. Les Républicains, comme La République En Marche, sont contre majoritairement. Pour quelle raison ? Parce que je crois que le débat, je suis pas sûr que ce soit un enjeu sur libérer ou pas les brevets. Le vrai débat, c'est la capacité à produire. Le vrai débat, c'est aussi la capacité... Mais si vous libérez les brevets, forcément, il y a plus de pays qui pourront les produire, ces vaccins. Mais dans quelles conditions ? Avec les éléments de contrôle ? Alors, le problème du débat de la contrefaçon, on a géré un champ qui fait qu'à un moment donné, le fait d'avoir un brevet apporte aussi des aspects de plus-value qualitative. Voilà.
Voilà, donc je crois que c'est pas le vrai débat. Le vrai débat aujourd'hui, c'est quelle est aujourd'hui la capacité à produire et à diffuser et faire en sorte que à la fois chez nous en ayant des vaccins, mais également d'une façon plus générale dans les pays qui ont des vraies difficultés pour les financer. Merci Philippe Mouillet, merci Théo Grévin. 20h l'invité, en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ES Ville. Si vous avez manqué un bout de cette émission ou que vous souhaitez réécouter les 20h l'invité précédent, ça se passe sur la chaîne YouTube de Fréquence ESJ en vidéo ou en podcast audio sur Spotify, Deezer, Apple ou Google Podcast. N'hésitez pas d'ailleurs si vous souhaitez être averti dès qu'une nouvelle émission est en ligne à vous abonner à toutes ces plateformes ou à nos réseaux sociaux. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avertit ceux qui veulent s'en prendre aux forces de l'ordre. Les hommes suspectés d'avoir assassiné le policier Éric Masson mercredi dernier à Avignon ont été arrêtés dimanche. 2 hommes de 19 et 20 ans. Un fait révélateur pour les policiers d'une institution qui n'est plus protégée. Axel Rebaud, bonsoir. Bonsoir Manon Blanchis. Aujourd'hui, les forces de l'ordre sont de plus en plus directement pris pour cible. Philippe Mouillet, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que le gouvernement a laissé tomber les policiers ? Je pense que votre remarque est un peu radicale. Je pense qu'il n'a peut-être pas suffisamment écouté les policiers et je pense que surtout à un moment donné, il avait fait passer des messages qui peuvent mettre le doute pour savoir à un moment donné s'il était suffisamment soutenu. Voilà. Laisser tomber un peu trop fort, mais je pense qu'ils sont quand même, vous diriez qu'ils sont en danger aujourd'hui, les policiers et les gendarmes ? Clairement, ils sont clairement en danger et je crois qu'aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus loin dans leur protection. Des textes de loi ont été votés. Là, on vient d'évoquer, des évolutions. Pour moi, ce qui est surtout important, c'est la capacité à les appliquer réellement sur le terrain. Voilà, dans la dernière avancée, on avait donc la loi sécurité globale. On n'est pas allé assez loin avec cette loi ? Si, je pense qu'en matière de loi, on a le bon niveau. Le vrai sujet, et c'est aussi un mal français, c'est la réelle capacité d'appliquer les lois au quotidien. C'est vrai en matière de protection, c'est vrai en matière d'application des peines, c'est vrai dans plein de domaines. Voilà, dans ce domaine-là, il faut réellement avoir une capacité que les lois soient opérationnelles. Justement, Jean Castex, le Premier ministre, a annoncé le durcissement à venir des peines pour les agresseurs de policiers et de gendarmes. Et on parle notamment de la suppression du rappel à la loi lorsqu'on s'attaque à un policier. Vous voulez voir quelle peine mise en place aujourd'hui, Philippe Mouillet ? Je crois d'une façon générale. D'abord, je crois que les annonces du gouvernement ont été plutôt saluées par les syndicats de policiers. Mais je crois que surtout... Vous la saluez également ? Oui, tout à fait, mais avec toujours la même interrogation, c'est-à-dire que est-ce qu'on est encore dans un effet d'annonce ou réellement dans une capacité à ce que ça se traduise dans les faits concrets. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est d'une vraie fermeté vis-à-vis des forces de l'ordre, mais c'est vrai vis-à-vis des policiers, c'est vrai vis-à-vis des pompiers, vis-à-vis des élus locaux. On voit bien qu'à un moment donné, il y a besoin de protéger et de durcir, notre arsenal vis-à-vis de ceux qui détiennent l'autorité naturelle. Voilà. Durcir l'arsenal, c'est ce que vous dites, Philippe Mouillet, oui. Mais concrètement, ça se traduirait comment ? Par exemple, des jeunes délinquants qui sont surpris et attrapés en train, par exemple, de caillasser des policiers en exercice, ils prennent combien ? Ils prennent du ferme, ils prennent du sursis. Alors ils peuvent prendre du sursis ou du ferme, ça va dépendre de la nature. Enfin là je suis pas juge, ça dépend de la situation. Mais ça peut aller jusqu'à du ferme, comparation immédiate. Ça peut être jusqu'à du ferme, ça peut être aussi des mesures d'accompagnement derrière et de suivi. Là il y a tout travail d'intérêt général. Ça peut être ça, mais ça veut dire qu'à un moment donné, il faut clairement aussi que on soit dans une capacité d'appliquer la peine pour laquelle ils seront condamnés. Vous parlez des travaux d'intérêt généraux dans plein d'endroits, les travaux ne se font pas parce que derrière on a un jugement et l'application se fait pas, donc les gens sont condamnés sans réellement à un moment donné avoir été appelés pour appliquer ces travaux. Voilà. Donc c'est ça surtout le sujet, c'est que on est à un moment donné et puis surtout un suivi, qui est une trace, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même si vous prenez, je dirais, du sursis, que réellement vous puissiez être tracé avec cette capacité de pouvoir se dire si je recommence, eh bien là je vais arriver dans une situation beaucoup plus compliquée. Donc la fermeté et la capacité d'appliquer les peines. Justement, un laxisme, c'est un mot qui revient souvent dans l'application des peines. Le député Les Républicains Guillaume Pelletier, lui, accuse Emmanuel Macron d'être le président du laxisme. J'imagine que vous êtes également de cet avis ? Oui, alors après c'est toujours des mots un peu forts, mais de façon générale on voit bien que moi je suis surtout gêné par un point important, c'est que le décalage entre les annonces qui sont faites et réellement ce qui est appliqué. Pourtant Emmanuel Macron lui crée toujours plus de postes de policiers, 2000 nouveaux postes sont prévus sur l'année 2021. À l'inverse, Nicolas Sarkozy lui avait supprimé 13 000 postes de policiers et de gendarmes au cours de son mandat. Alors comment est-ce que les Républicains peuvent se targuer d'être le parti de la sécurité lorsque
à la tête de l'État, ils ont eux supprimé des effectifs. Tout à fait. Alors là, vous parlez d'une période d'avant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer après. Je crois qu'aujourd'hui, c'était une erreur de supprimer autant de postes de policiers, clairement. Et à partir de là, je crois que notre marque de fabrique, c'est à la fois de pouvoir repositionner, donner des moyens réels, et surtout de faire en sorte qu'à un moment donné, qu'il y ait une vraie capacité à ce qu'on applique de la fermeté. Et donc, à un moment donné, on peut avoir le plus grand discours, on peut être président de la République, on peut être ministre en grand discours. Si réellement vous faites un travail de fond sur des contrôles, c'est des outils, des moyens de mobilisation pour bien vérifier que les textes appliqués, voient une concrétisation sur le terrain, vous redonnez de la valeur. Lorsqu'à un moment donné, vous êtes amené à agresser un policier et que vous savez que vous allez avoir une sanction beaucoup plus forte et que cette sanction sera réelle, ça veut dire qu'à un moment donné, vous posez la question la fois suivante ou vous donnez un message vis-à-vis des délinquants qui est importante. Et ainsi de suite, je crois que c'est un point essentiel. Donc il faut redonner de l'autorité à l'État. Vous reconnaissez donc, Philippe Mouillet, qu'il y a eu une erreur sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Concernant ces postes-là, c'est clair. Ces derniers temps, ces attaques contre les forces de l'ordre, elles se multiplient, mais surtout, on remarque que les auteurs sont de plus en plus jeunes. On l'a vu avec les suspects dans l'affaire du meurtre d'Éric Masson, 19 et 20 ans. Philippe Mouillet, est-ce que la réponse à ce problème, elle doit être uniquement répressive ? Absolument pas. Enfin, je crois que c'est des sujets qu'on connaît bien. C'est-à-dire que la répression, c'est lorsque vous êtes passé à l'acte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut avoir cette réponse-là. Mais le vrai débat de fond, c'est le débat de l'accompagnement, c'est le débat de l'insertion, c'est le débat de la politique des quartiers. De l'éducation également ? De l'éducation, c'est un sujet global de société. C'est le problème de la délinquance. Comment on rentre dans la délinquance à un moment donné. Voilà, donc c'est pour ça qu'à un moment donné... Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Si on a un budget à allouer donc à la sécurité, à l'éducation, on en fait quoi de ce nouveau budget, de cet argent pour aider justement ces quartiers populaires où le manque d'éducation est un terreau justement pour la violence ? Alors, je pense qu'il faut le traiter dans une globalité. C'est-à-dire que l'éducation, c'est pas suffisant. C'est à la fois le débat de la politique de la ville. C'est le débat à la fois, à un moment donné, de la partie insertion. Et que propose LR aujourd'hui pour ce problème ? Je suis en train de vous dire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est à la fois une vision globale. L'éducation est un point important, essentiel, d'accord ? Et d'ailleurs, avec le volet de l'autorité au sein de l'éducation, mais c'est aussi le débat de la politique des quartiers. C'est-à-dire que si vous, à un moment donné, vous faites pas un travail de fond sur le communautarisme, si vous faites pas un travail de fond sur la ghettoisation, si vous faites pas un travail de fond sur l'aménagement, l'aménagement de l'espace, plus en plus la sécurité de l'accès à l'école, enfin, vous avez toutes ces procédures-là, parce que je crois qu'à chaque fois que on est sur des politiques de moyen long terme, mais à chaque fois que l'on prend uniquement des solutions de répression, parce qu'à un moment donné, on est rendu au bout du système, il y a eu délinquance, mais le problème de fond, c'est 25 ans, 30 ans, à un moment donné, on a laissé faire, et je crois qu'aujourd'hui, si on doit réellement prendre le sujet, il faut le prendre dans sa globalité. L'éducation est un point important, essentiel, mais pas suffisant. Merci Philippe Mouillet. 20h l'invité, en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESV. Dans moins de 3 minutes, on s'intéresse au texte qui vise à inscrire la protection du climat dans la Constitution. Une proposition qu'Emmanuel Macron souhaite apparemment toujours soumettre à un référendum malgré les incertitudes de ces derniers jours. En attendant, les sénateurs, dont vous, Philippe Mouillet, se sont saisis du texte hier et il ne plaît pas aux Républicains. On voit ça juste après Lost de Jack Bug sur Fréquence ESJ, It's and Talk. 20h48, vous êtes bien sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Dernière ligne droite dans 20h l'invité. Avec vous, Philippe Mouillet, sénateur Les Républicains des Deux-Sèvres. Pour poser vos questions à Philippe Mouillet, je vous le rappelle, c'est avec le hashtag Fréquence ESJ sur Twitter ou par message sur notre page Facebook. On pose vos questions dans quelques instants. Le projet de loi pour intégrer dans la Constitution la lutte pour l'environnement a été grandement remanié par les sénateurs. Le texte est entré hier dans la Chambre haute et le terme « garantir la préservation de l'environnement » est pointé du doigt par la droite majoritaire. Le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau, y voit l'introduction du virus de la décroissance dans notre Constitution, Axel Rebaud. Philippe Mouillet, est-ce que vous êtes de l'avis de Bruno Retailleau ? Le mot « garantir » risque de ralentir et de détruire l'économie du pays ? Alors, il y a un vrai risque. Voilà, je serai plus modéré peut-être dans mes propos. Il y a un vrai risque. Mais avant tout, moi là, je me positionne en tant que législateur, en tant que sénateur. On a d'abord un débat de constitutionnalité à travers l'utilisation de ce mot-là. C'est quoi la définition ? Qu'est-ce qu'on garantit ? On arrête tout. Donc, on a une vraie notion d'interprétation qui serait nécessaire. Et donc, moi, je veux éviter que ce soit les juges qui aujourd'hui prennent les décisions au regard d'interprétation. Et donc, le terme préservé que nous avons mis en avant, nous, au Sénat, a l'avantage, c'est que la préservation, voilà, on a un état initial, d'accord ? Et à partir de là, eh bien, on sait que dans le cadre d'un projet, au minimum,
il faut conserver l'état initial ou faire mieux. Voilà, c'est le mot semble que- la sémantique, ça est-ce que semble Philippe Mouillet, un débat on est- politique, mais c'est un vrai débat à un moment donné de traduction juridique et de l'application réelle de cet article de la Constitution. Vous dites Philippe Mouillet, on a ce minimum qu'on doit préserver. Est-ce qu'on est vraiment au minimum aujourd'hui avec l'urgence climatique qu'on a en 2021? C'est ce que nous disent les scientifiques depuis des décennies. Il faut qu'on prenne un virage dans notre modèle économique. Aujourd'hui, vous nous dites clairement, les Républicains ne sont pas prêts à cela. Non, je dis pas ça du tout. C'est-à-dire que là, c'est un débat juridique. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'aller beaucoup plus loin en matière de climat. Là, on est en train de parler de la Constitution. C'est quand même un enjeu différent. C'est pas un problème de politique générale, c'est un problème de constitutionnalité. C'est qu'on doit jouer. C'est-à-dire que vous êtes capable de tout bloquer. Voilà. Donc l'idée, c'est avant tout de l'inscrire, parce que c'était la volonté du président de la République, de l'inscrire ce terme-là dans la Constitution, d'aller au-delà du principe de précaution, mais en parallèle de développer toutes les politiques qui doivent être, elles, des politiques ambitieuses vis-à-vis du climat. Voilà. Donc attention, je crois qu'il y a deux éléments. De nouveau, c'est un piège politique en disant vous refusez de modifier la Constitution comme on le souhaite. Alors qu'on est capable de le proposer en échange de quoi vous êtes contre l'écologie. Pas du tout. Je crois que c'est surtout à un moment donné d'être sérieux au niveau juridique, les critiques, mais avec Philippe- de l'ambition Les derrière critiques, en matière de Philippe politique. Mouillet, elles viennent surtout parce que beaucoup dans l'opposition accusaient le gouvernement de ne faire que des mesurettes pour l'environnement. Donc vous nous dites non, inscrire ce mot, garantir dans la Constitution, ça aurait un impact énorme sur les politiques du pays. Oui, et sans être certain que ça apporte une plus-value pour l'environnement. C'est là où c'est complètement absurde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'idée, de nouveau, vous voyez, on a un grand débat sur cet article premier. Faisons en sorte qu'on ait réellement une inscription pour que ça ne reste pas anodin à travers des enjeux constitutionnels avec des capacités à donner orientation. Mais derrière, quelle est la politique menée par la France d'une façon générale, voilà. Et donc pour l'instant, les éléments qu'on a dans le texte sont peut-être pas à la mesure des ambitions annoncées aujourd'hui. Voilà. Et je crois que c'est ça important. Et Ne nous justement, cachons vous- pas derrière l'aspect constitutionnel. Philippe Mouillet, vous nous parlez du texte. Cet ajout à la Constitution, cette proposition, elle émanait justement de la Convention citoyenne, donc du peuple français. Pourquoi est-ce que les sénateurs s'opposent à une mesure qui provient directement des Français ? Il s'oppose surtout avant tout à un élément non constitutionnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est législateur, on fait pas que de la politique. C'est que vous avez avant tout la nécessité d'avoir un outil qui soit adapté à notre droit français. Si vous avez une bonne intention, vous avez même une idée qui est partagée par tout le monde, mais vous le traduisez juridiquement par un élément qui est un élément de blocage dans la Constitution, vous n'avez rien avancé. Vous avez créé des difficultés Donc sans vous nous dites, avancer. Philippe Mouillet, Donc il y a à la une fois le débat erreur. juridique et à la fois il y a l'après de volonté politique. Voilà. Vous Je nous- crois qu'il y a deux dimensions. Vous nous dites, Philippe Mouillet, qu'il y avait un problème dans la rédaction. Ce projet de loi, il doit, pour le gouvernement, être soumis à un référendum. Vous dites, aujourd'hui, c'est une mauvaise idée de faire passer, de légiférer par référendum sur des questions aussi délicates que l'environnement ? Non, pas du tout. Mais qui croit, à un moment donné, que Macron a l'intention de faire un référendum à quelques mois des élections présidentielles? Je veux dire, à un moment donné, on Vous n'est n'y pas croyez dupe. pas. Personne n'y croit, quelque part d'ailleurs les sensibilités politiques. Donc de nouveau, on est dans une action de communication, sur un calendrier qui a été modifié. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet, la loi climat sur la table, il faut se mobiliser. Et à un moment donné, arrêtons de mettre la politique à toutes les sauces. Personne ne Qu'est-ce que croit. vous dites, Philippe Mouillet, que ce référendum, s'il avait lieu avant les élections présidentielles, le peuple français prendrait ça comme le référendum qu'avait lancé le général de Gaulle, que ça va Non, se pas transformer forcément, mais en référendum pour ou contre le président ? Non, pas du tout, mais c'est pas, enfin, ça pourrait se traduire pas ça, mais en réalité, tout le monde connaît l'intelligence du président de la République, et ce risque-là, c'est un risque qu'il ne prendrait absolument pas. Voilà, et on le sait. Donc à partir de là, le vrai sujet, il est beaucoup plus de dire à un moment donné, à travers ce débat, qui est un débat qui est avant tout juridique, mais que sur le plan de la médiatisation, on le traduit par un débat environnemental. On renvoie la cause sur le Sénat, alors que c'est pas du tout le sujet. Mais C'est alors, pour que ça avance. Mis le juridique de côté, Philippe Mouillet, donc la droite aujourd'hui, les Républicains prétendent vouloir protéger l'écologie et l'économie en même temps. Comment est-ce qu'on fait ça concrètement ? Quelles mesures vous voulez porter aujourd'hui ? On peut le faire de plusieurs façons. Le tout, c'est que il faut se servir justement de la politique pour accompagner les acteurs, et notamment les acteurs économiques, à être vertueux et aller dans le bon sens au niveau écologique. C'est tout le débat entre l'écologie. Et quelles punitive. propositions vous avez aujourd'hui, Exemple, les Républicains ? Vous avez des propositions autour de l'économie circulaire, par exemple, qui sont très concrètes sur comment on fait en matière de réutilisation, en matière de recyclage. Vous avez des propositions en matière notamment de tout ce qui est la politique énergétique, en matière justement de rénovation énergétique. Là, vous avez une capacité, on peut aller très loin en matière de rénovation énergétique. Et là, on crée plutôt de l'emploi. Enfin, on a cette capacité, voilà, de pouvoir à la fois faire en sorte de avoir un bilan économique favorable, mais en même temps avec une ambition. C'est tout le débat autour des polluants. Enfin, on a toute une liste d'éléments. Simplement, ça se traduit pas simplement par un mot dans la Constitution. C'est une volonté politique globale qui doit s'appliquer. Merci Philippe Mouillet, merci Axel Rebaud. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. C'est
l'heure maintenant de la question auditeur. On a récupéré les questions que vous nous avez envoyées pendant et avant l'émission. Merci à tous. Et on a sélectionné celle de Christian, qui visiblement habite en Nouvelle-Aquitaine. Il vous écrit, Philippe Mouillet, c'est la 3e fois que Nicolas Florian, le candidat Les Républicains au régional, donc dans votre région, la Nouvelle-Aquitaine, se présente. Pourquoi continuer de soutenir un candidat qui a déjà échoué plusieurs fois et qui a fait basculer notamment la mairie de Bordeaux, historiquement à droite, chez les Verts en mars 2020 ? Alors, je ne sais pas si c'est Nicolas Florian qui a fait basculer, c'est plutôt les électeurs qui ont fait un choix différent dans un contexte particulier, puisque c'était un contexte notamment... En tout cas, ça faisait 73 ans que la mairie de Bordeaux était à droite et avec la candidature de Nicolas Florian, donc c'est les Verts qui l'ont emporté Bien sûr, voilà. Mais je crois que tout à l'heure, on a évoqué le débat des alliances. C'était dans le début de l'émission, une grande question. Bah voilà, l'exemple d'une alliance entre la République En Marche et les Républicains qui n'a pas fonctionné. Je crois que moi, je connais bien Nicolas Florian, je connais l'homme, je connais ses valeurs, et je crois qu'à partir de là, pour moi, c'est réellement quelqu'un qui peut porter un vrai projet pour la Nouvelle-Aquitaine. Mais on est quand même, faut pas se raconter d'histoire, on est dans une région qui est extrêmement difficile pour la droite, qui est historiquement, qui n'est pas tournée vers la droite, même si Bordeaux a été un cas particulier, et puis c'était la préjupée. Mais est-ce que ce n'est pas pour ça que les Républicains ont du mal aussi à remonter la pente ? Un candidat échoue et vous le remettez en tête de liste sur d'autres élections. Parce que vous considérez que si on prenait le temps d'analyser tous les candidats aujourd'hui, même certains qui ont des grandes fonctions, si on doit les éliminer à chaque fois qu'ils perdent une élection, moi-même d'ailleurs je ne serais pas aujourd'hui sénateur. Voilà. Je crois que ce sera avant tout quel projet, quelle identité et quelle image est-ce qu'on peut donner. Voilà. On passe maintenant à l'agenda politique de la semaine avec Raphaël Bardena. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Manon, bonsoir Philippe Mouillet. Bonsoir. Demain, l'Assemblée nationale examine en première lecture la proposition de loi de la majorité visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle. Dans ses premiers articles, le texte s'adresse aux 85% de femmes à la tête de familles monoparentales. Il proposera des formations et facilitera la réservation de places en crèche pour ces familles qui touchent les allocations familiales. Cette proposition souhaite également la mise en place d'un index de l'égalité dans les écoles supérieures pour favoriser la mixité des jurys. Philippe Mouillet, pourquoi y a-t-il encore autant d'inégalités entre les hommes et les femmes dans le monde du travail en France ? C'est une grande question, on pourrait en parler des heures. Voilà, je crois qu'à un moment donné, je crois qu'il faut surtout aujourd'hui suffire un cap parce que c'était inacceptable. Je crois que là-dessus c'est très clair. Alors là vous avez notamment un texte de loi un peu particulier que je n'ai pas étudié dans le détail, mais moi je sais en tant qu'élu local que la grande difficulté, et d'ailleurs la nouvelle pauvreté qu'on a dans nos zones rurales, ce sont souvent les parents isolés et très très souvent les femmes seules qui sont avec des enfants parce que entre le problème de garde et d'opportunité de formation, voilà. Donc je crois que c'est un vrai sujet, c'est un combat de tous les instants et je crois que la loi doit nous aider au-delà de la mobilisation de l'attention. Voilà, je crois qu'aujourd'hui on a parlé de grands sujets pendant l'émission comme l'environnement, mais l'égalité homme-femme pour moi c'est un point essentiel aussi. Vendredi, le rachat de Suez par Veolia sera officialisé, Raphaël. Ce rapprochement doit permettre la naissance d'un champion mondial de la transformation écologique. Dans le même temps, un nouveau Suez doit être mis sur pied. Il sera détenu par un groupe d'actionnaires majoritairement français. On rappelle que l'État français est actionnaire à 22% d'Engie, une filiale de Suez. Philippe Mouillet, est-ce que cette situation monopolistique, elle vous fait peur ? Alors, elle inquiète, même si pendant le débat, on a eu un certain nombre de garanties apportées, que ce soit en matière de la place de l'État, en matière de contrôle, en matière d'emploi et de stratégie. Alors, à la fois, on est dans une ambiguïté. La nécessité d'avoir à la fois une grande entreprise, parce qu'au niveau international, il faut avoir cette dimension-là. Mais sauf qu'aujourd'hui, c'est pas déjà deux grandes entreprises dans leur domaine, Veolia et Suez ? Si, mais quand vous regardez les Chinois, quand vous regardez les Américains, il y a encore débat. Je crois que c'est la double difficulté, et en même temps garantir qu'à un moment donné, on n'ait pas, je dirais, une mutualisation qui entraîne un impact très fort, à la fois en matière de services pour les collectivités et les populations et en matière d'emploi. Samedi, une manifestation aura lieu en Alsace contre l'implantation éventuelle d'Amazon dans la région. Amazon vient d'officialiser l'installation à côté de Metz d'un vaste entrepôt de 186 000 mètres carrés, une implantation fortement contestée dans le département voisin. Le géant américain est critiqué sur son impact social. Selon ses opposants, il supprimerait plus d'emplois qu'il n'en créerait. Un autre argument motivant l'opposition, son impact sur le climat. Philippe Mouillet, vous comprenez la peur des opposants en Alsace ? Oui, complètement. Je la comprends. Je la partage pas toujours. Faut regarder au niveau des arguments. Pour moi, la vraie question, c'est beaucoup plus la responsabilité sociétale de nos entreprises et ces grandes entreprises étrangères en France. Voilà, c'est un enjeu autour de l'emploi, c'est un enjeu autour de la fiscalité. C'est un enjeu. Voilà. Je crois que c'est un point et on n'a pas été au bout de la démarche en matière de législation là-dessus. C'est un sujet qu'on doit mettre sur la table de façon à lever ces difficultés, ces inquiétudes. Merci Raphaël Bardena, merci Philippe Mouillet. 20h l'invité, en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESV.
20h l'invité, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Merci Philippe Mouillet d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes sénateur Les Républicains des Deux-Sèvres en Nouvelle-Aquitaine. Prochain rendez-vous sur Fréquence ESJ, eh bien c'est demain avec Storytelling en direct de 20h à 21h. Bastien Cochet et toute l'équipe vous font découvrir des histoires incroyables mais vraies. Vous pourrez par exemple en savoir plus sur l'inconnu au bataillon qui a essayé de voler le cercueil de Charlie Chaplin. N'hésitez pas à vous abonner à tous nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok pour ne rien manquer de Fréquence ESJ, de son actualité, des articles aux coulisses des émissions. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain dans 20h l'invité avec un nouvel invité. Il est 21h sur Fréquence ESJ. Passez une très bonne soirée en musique. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ.